tard, la cabale impérialiste ne changera pas la température du Mali. Ces dernières semaines, sur tous les tabloïds, sur toutes les chaînes de télévision occidentales, et même de la part d'un certain nombre d'organisations internationales stipendiées, manipulées par le néocolonialisme français, par l'impérialisme occidental, on essaye de présenter le Mali comme étant un pays en déréliction, un pays en effondrement, un pays en ruine, un pays en situation apocalyptique. On essaye de diaboliser le Mali. Je viens ici rappeler pourquoi cet acharnement contre le Mali. Parce que certaines Maliennes et certains Maliens pourraient ne pas le savoir. Et puis encore, certaines Africaines et certains Africains pourraient ne pas savoir pourquoi on s'acharne contre le Mali. Eh bien, on s'acharne contre le Mali pour au moins 5 raisons que j'ai souvent données et que je répète, puisque la répétition est pédagogique et que le rappel sauve l'âme. On s'acharne contre le Mali parce que le Mali a refusé en 2012 d'offrir sa terre à l'installation du commandement militaire de l'OTAN et de l'Africom, c'est-à-dire à la recolonisation militaire du continent africain par les grandes puissances occidentales. Il s'agit d'une rancune géostratégique spécifique. Voilà la première raison qu'on peut citer. La seconde raison qu'on peut citer, on s'acharne contre le Mali parce que le Mali a sonné le tocsin de la libération de l'Afrique de l'occupation militaire au XXIe siècle, en demandant aux troupes néocolonialistes françaises, en demandant aux troupes impérialistes occidentales, en demandant aux troupes stipendiées et manipulées de la mission des Nations Unies de dégager de son territoire, le Mali a initié une kyrielle de délogement de troupes néocolonialistes et impérialistes qui s'est quelque temps après emparé du Burkina Faso, du Niger, du Tchad, et qui est devenue une fièvre continentale et mondiale. Le Mali est la terre qui a montré que l'Afrique pouvait se débarrasser de l'occupation militaire néocolonialiste à condition qu'il y ait une union entre le peuple, eh bien l'armée et le chef. Il y a une troisième raison pour laquelle on en veut au Mali. C'est que le Mali est la terre qui héberge la charte de l'organisation internationale la plus appréciée des Africains de cette époque. L'organisation internationale la plus appréciée des Africains de cette époque s'appelle l'Alliance des États du Sahel, née en septembre 2023. Cette organisation a commencé son existence par un coup de poker et aussi une carte de joker. Le coup de poker et la carte de joker qui ont donné naissance à l'Alliance des États du Sahel ont consisté pour 2 pays africains, fait rarissime, à voler au secours de la République du Niger qui était menacée d'une agression néocolonialiste française, impérialiste occidentale, à travers l'organisation vassalisée, accroupie, agenouillée, génuflexante de la CEDEAO. Le Mali du président Assimi Goïta et le Burkina Faso du président Ibrahim Traoré se dressèrent, tel Soundiata Keïta, à la bataille de Kirina en 1235, et firent entendre, urbi et orbi, ipso facto, mutatis mutandis, ils firent entendre que si on osait attaquer le Niger, on avait automatiquement, illico presto, déclaré la guerre au Mali et au Burkina Faso, et que ce serait donc une guerre sous-régionale, une guerre continentale contre les nations stipendiées manipulées, corrompues, en tout cas à leur sommet de la CEDEAO, et leurs parrains néocolonialistes français, impérialistes occidentaux et moyen-orientaux, tous allaient avoir à en découdre avec une armée sahélienne déterminée à renouer avec les époques de bravoure et d'héroïsme
qui font la grandeur et la fierté des Africains de tous les temps. On en veut au Mali d'être en effet la capitale qui héberge la charte de l'Alliance des États du Sahel. Cette charte signe la naissance d'une grande puissance africaine dans le XXIe siècle, puissance qui est positionnée comme la muraille de l'Afrique noire, la muraille de l'Afrique saharienne, car elle occupe l'immense bande sahélienne qui est en quelque sorte comme la forteresse naturelle, qui est en quelque sorte comme le bouclier du peuple négro-africain. C'est la troisième raison. La quatrième raison pour laquelle on en veut tout naturellement au Mali, c'est que le Mali est la terre des grandes initiatives de l'autonomie, de l'indépendance et de la libération africaine. Comme en témoigne le célèbre poème d'Agostinho Neto, consacré à la ville Bamako. Agostinho Neto, leader de la libération anticolonialiste de l'Angola, qui est à la tête du MPLA, Movimiento por la Liberación, del Pueblo de Angola, comme le dit le poème sacré du camarade Agostinho Neto, parlant du Mali et de Bamako, chaque fois que les Africains ont voulu créer quelque chose de grand pour eux, ils l'ont fait à Bamako. Car en fait, dans Bamako se trouve la graine, de l'esprit africain le mieux préservé, l'esprit africain le mieux intact, l'esprit africain le plus original est logé dans la capitale des Maliennes et des Maliens. Et c'est pour cela qu'on trouve dans l'hymne national du Mali la précision suivante: le peuple malien est prêt à abandonner tout ou partie de sa propre souveraineté pour l'unité africaine. On en veut au Mali pour ça. C'est le peuple dont la constitution affirme une foi radicale en l'unité africaine, au point que cette foi est une dimension sacrificielle. Et il faut bien comprendre cela. C'est la quatrième raison. La cinquième raison pour laquelle, tout naturellement, on en veut au Mali, c'est que le Mali a initié le changement de la doctrine de la lutte antiterroriste. C'est au Mali que l'on a politiquement traduit ce qui était déjà scientifiquement vérifié, à savoir que les organisations terroristes qui déstabilisent l'Afrique sont des organisations de mercenaires des puissances impérialistes occidentales de l'OTAN, et qu'il était désormais hors de question de combattre le terrorisme en Afrique en s'appuyant sur ces puissances. On ne peut pas combattre le terrorisme en s'appuyant sur les puissances qui ont saccagé la Libye, assassiné Kadhafi en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, les mêmes puissances qui ont saccagé l'Irak sous le motif que l'Irak détenait soi-disant des armes de destruction massive, ce qui n'a jamais été vérifié. Les mêmes puissances qui ont saccagé la Syrie, qui ont saccagé la Serbie, qui ont saccagé la Somalie, les mêmes puissances qui veulent saccager le Venezuela, ces mêmes puissances, ne peuvent plus se présenter avec un certificat de virginité morale devant les Africains et avec la prétention de combattre le terrorisme qu'elles ont amplement contribué à diffuser dans le continent noir. Le Mali est détesté pour être le pays du changement de l'épistémologie, c'est-à-dire la théorie de la connaissance de la lutte antiterroriste. Le président Assimi Goïta et ses compagnons ont dit, ici au Mali, on ne combattra plus jamais les terroristes avec ceux qui leur donnent des armes, des informations, du renseignement satellitaire, de l'argent et de la représentation médiatique. On les combattra tous et on n'en laissera aucun dans nos rangs. Et comme cette doctrine a fait tache d'huile au Burkina Faso et au Niger, et comme cette doctrine s'est imposée comme la vérité sur notre temps, à travers la disqualification du concept de djihadisme qui a été remplacé par le concept de l'impérial terrorisme, c'est-à-dire que désormais les agresseurs de l'Afrique sont à nu, on en veut au Mali d'être le pays qui a révélé cela, le pays qui a démasqué l'imposture que soulignait déjà Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, lorsque s'adressant en 2013 au ministre français des Affaires étrangères
eh bien, Laurent Fabius, qui souhaitait que la Russie n'oppose pas son veto à l'intervention française pour stopper les soi-disant djihadistes au Mali, eh bien, Lavrov dit ceci à Fabius: mon cher Laurent, vous vous préparez à combattre au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. Et Fabius n'eut pour seule parade que de donner cette réponse absolument affligeante, effrayante, horrible. C'est la vie. C'est la vie. La vie consiste à armer les terroristes en Libye pour attaquer le Mali et à soi-disant venir aider le Mali à combattre les terroristes. La vie consiste à armer les terroristes en Libye pour attaquer le Niger et à venir soi-disant aider le Niger à combattre les terroristes. La vie consiste à armer les terroristes en Libye pour venir combattre le Burkina Faso et à prétendre venir aider le Burkina Faso à combattre les terroristes qu'on a armés pour combattre le Burkina Faso. Une logique diabolique, machiavélique, cynique, méphistophélique, une logique infernale, une logique de sacripant que le Mali a contribué à démystifier. Enfin, il y a une sixième raison pour laquelle on en veut au Mali. C'est que le Mali a initié la politique de la renationalisation des richesses minières africaines au Sahel. C'est le Mali qui, le premier, a dit l'or du Mali, d'abord aux Maliens. L'uranium du Mali, d'abord aux Maliens. L'eau du Mali, d'abord aux Maliens. Le manganèse du Mali, d'abord aux Maliens. Et cela est passé par la mise en miettes du misérable accord d'Alger qui permettait, sous couvert d'autonomiser la région du nord du Mali, eh bien, à des prédateurs de toutes sortes, dont la Camorra, la mafia qui est à la tête de l'Algérie, de tenter de mettre la main, le grappin sur les ressources faramineuses de la région nord du Mali, depuis le gaz, le pétrole, jusqu'à la nappe phréatique multimillénaire qui fait saliver en effet les appétits impérialistes et ultra-capitalistes du monde entier. Enfin, je donne souvent une sixième raison pour laquelle on en veut au Mali. On en veut au Mali parce que le Mali est le pays africain qui a conservé nos racines africaines les plus intactes. C'est le pays où les Africains peuvent se ressourcer, où les Africains peuvent se réafricaniser, se réinitialiser. C'est un pays enraciné. Malgré toutes les difficultés que le Mali traverse, les Maliens sont demeurés africains. Au Mali, on est tous d'abord africains, de tradition. La tradition africaine est présente. On est musulman, mais africain musulman. On est chrétien au Mali, mais africain chrétien. On est traditionnaliste au Mali, mais africain traditionnaliste. On est tout ce que vous voulez au Mali, mais d'abord, nous sommes des Africains. Et cela, on en veut au Mali pour cela. La sauvegarde de ses langues, la sauvegarde de sa mémoire sur plusieurs millénaires, au-delà de la colonisation, au-delà de la traite négrière, le Mali est un pays qui a une mémoire multimillénaire. Et l'existence du Mali est un défi à tous les révisionnistes, à tous les négationnistes qui ont voulu faire croire que l'Afrique rencontre la civilisation en rencontrant l'Occident. Rien que l'étude de l'histoire du Mali, allez par exemple dans des villes comme Tombouctou, comme Djenné ou comme Gao, et vous vous rendez compte que l'Afrique avait dans beaucoup de disciplines, eh bien de l'université, une avance extraordinaire. N'eût été les accidents de l'histoire et les trahisons internes dont elle a été victime, l'Afrique serait demeurée l'avant-garde de la science, de la technologie, eh bien, pendant tous les siècles qui viennent de se dérouler. Car l'Afrique était à l'avant-garde de la science et de la technologie pendant plusieurs millénaires, notamment lors de son moment kémétique, le moment négro-égyptien. Donc, voilà pourquoi on en veut au Mali. Et il faut que les Maliennes et les Maliens prennent conscience de cela. On ne leur en veut pas seulement pour eux-mêmes, on leur en veut pour nous tous. Parce que casser le Mali, c'est détruire l'Afrique. Alors, on veut à tout prix nous dire que tout va mal au Mali. On veut à tout prix nous dire que le Mali est à l'agonie. Oh, les Maliens, ils sont sous blocus, ils sont étouffés. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Ils mentent. Ils essayent d'inventer un storytelling apocalyptique sur le Mali pour justifier leur projet d'interventionnisme, d'ingérence, d'agression impérialiste. Et pour essayer de légitimer les terroristes qu'ils ont envoyés pour ensanglanter le peuple africain. Le Mali est debout, le Mali fonctionne, le Mali est souverain
Les Maliennes et les Maliens sont déterminés à vaincre, aux côtés de leurs frères africains éveillés, l'impérial terrorisme. Écrivez ça. Je ne vous parle pas à partir d'une expérience de Washington, où je suis actuellement. Je vous parle en tant que résident malien. Maintenant, 1 mois sur 3 de ma vie, je le passe au Mali, où j'ai fondé, avec la bienveillance des autorités maliennes, l'Institut de l'Afrique des Libertés. Je suis quelqu'un qui vit au Mali 1 mois sur 3. Donc, je vous dis ici, le Mali dont moi je viens là, le Mali où je passe 1 mois sur 3, ce Mali-là est vivant, ce Mali est fonctionnel, et tous ceux qui essaient de vous peindre le Mali sous la forme d'une catastrophe incarnée sont des menteurs. Et alors, on a tenté d'organiser le départ des étrangers occidentaux du Mali. Gare à ceux qui s'en vont. Le gouvernement du Mali vient d'être très clair. Vous partez dans le cadre de cette alerte qui n'est rien d'autre qu'une manipulation. Vous partez, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de retour. Si vous partez pour donner crédit à cette manipulation montée par des officines qui veulent aider les terroristes en débandade, ce sera un aller sans retour. Je salue le gouvernement du Mali, à la tête duquel le Premier ministre, le docteur général de division Abdoulaye Maïga, a bat un travail remarquable pour cette précision. D'ailleurs, il a signé ce communiqué en tant que ministre de l'administration territoriale du Mali. C'est lumineux. Celui qui s'amuse à crédibiliser ce gros mensonge, eh bien, des renseignements généraux, de la manipulation idéologique, eh bien, impérialiste, celui qui s'amuse, quand il va là, il ne revient pas. Ça s'appelle va et ne revient pas. Parce que nous, au Mali, là, nous vivons. Les Maliens ne dorment pas sans avoir mangé. Les Maliens ne dorment pas sans avoir prié. Les Maliens ne dorment pas sans avoir vu leurs femmes, leurs enfants, leurs époux. Les Maliens ne dorment pas sans avoir appris. Le Mali vit. Le Mali respire. Ne cédez pas du tout à ce storytelling mensonge. Et je vous le dis depuis Washington. Je vous le dis en tant que témoin oculaire de la vie malienne. Moi, j'ai été au Mali ces 3 derniers mois, 1 mois et demi durant. Pendant la période des attaques qui ont réduit l'offre d'énergie, des attaques d'approvisionnement, j'étais au Mali. Avec toutes les Maliennes et tous les Maliens, nous avons traversé les nuits sans électricité. Mais avec une détermination décuplée contre les terroristes, leurs maîtres impérialistes, une détermination décuplée pour combattre pour la souveraineté africaine. Il faut que vous sachiez que dans la psychologie des Maliennes et des Maliens, toutes les épreuves qui leur sont infligées par leurs ennemis sont en réalité de l'engrais pour renforcer leur détermination. Plus on persécute le Mali, plus on persécute l'Alliance des États du Sahel, plus les Sahéliens sont farouches, sont déterminés et persévérants. Pourquoi? Parce que le gouvernement parle un langage de vérité. Le gouvernement décrit ce qui se passe. Le peuple sait qui attaque. Le peuple sait pourquoi on l'attaque. Le peuple sait qui sabote. Il y a un langage de vérité entre le peuple et le gouvernement. Voilà pourquoi le peuple ne se retourne pas contre le gouvernement, parce qu'il sait que ce gouvernement l'aime et le sert. On a tenté de fabriquer cette crise énergétique pour retourner le peuple contre le gouvernement. Mais ce que ça a donné, c'est un plus grand amour du peuple pour le gouvernement. Parce que le peuple malien a vu son gouvernement se battre pour le rétablir. Et il voit son gouvernement se battre pour le rétablir dans tous ses droits en permanence. Ce n'est pas un gouvernement de fuyards, ce n'est pas un gouvernement de saltimbanques, d'individus flottants. Ce n'est pas un gouvernement, de funambules. C'est un gouvernement d'hommes et de femmes déterminés à servir leur pays. Et cette molécule forte-là, elle a aidé les Maliennes et les Maliens à affronter la pénurie de carburant, à affronter toutes les difficultés. Dès lors que tout leur a été clairement expliqué dans leur propre langue, les Maliens sont sereins et imperturbables. Je vous donne un compte rendu de quelqu'un qui est sur le terrain. Il ne s'agit pas d'un de ces reportages des journalistes de France 24 qui se basent sur le hibou de Dakar, Serge Daniel Bobo Ndada, ou s'asseye avec le propagandiste en chef des terroristes, Nassim Ouassra, pour écrire du n'importe quoi, raconter du n'importe quoi. À Bamako, on vit.
Dans le Mali, là, il y a des difficultés, mais on vit. Même quand le courant est coupé, là, on vit. Et on veille. On vit et on veille. Ils ont tenté, croyaient-ils, ils essayaient de prendre Bamako, comme ils y ont laissé plus de 5000 hommes sur le carreau. Ils disent que non, ils ne voulaient pas prendre Bamako, c'était juste... Non, ils voulaient, mais ils ne peuvent pas. Il ne suffit pas de vouloir. Encore faut-il pouvoir. La cabale impérialiste ne changera pas la température du Mali. Une seconde fois. La cabale impérialiste ne changera pas la température du Mali. Une troisième fois, la cabale impérialiste ne changera pas la température du Mali. Parce que ce peuple sait pourquoi il se bat, ce peuple sait pourquoi il souffre. Et ce peuple sait qu'il vaincra. Il vaincra par le travail, par la solidarité, l'union, la communion, par la persévérance dans la lutte. Et donc moi, au mois de décembre, le mois de décembre, je le passerai amplement au Mali, au cœur du peuple malien. Et une fois de plus, à partir du Mali, je vous rendrai compte de la vitalité ardente de ce peuple au combat.